Quelle formation pour quel secteur d'emploi en Afrique au XXIe siècle? Voilà le thème auquel sera consacrée votre page invitée du jour, pour laquelle nous recevons pour vous le professeur Placide Mabaka. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, professeur Placide Mabaka, vous êtes directeur du centre du CEPESA. Vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure, du CEPESA France et RD Congo. Vous êtes également enseignant. Pour commencer, situez-nous sur ce qu'on peut entendre par CEPESA déjà. Le CEPESA, c'est le sigle du Centre d'études et de prospective économique et sociale pour l'Afrique. C'est un centre de recherche qui a été mis en place par l'Orageux, l'Ordre africain des grandes écoles et universités, qui est présidé par le professeur Valère Kakaï-Gelele et qui est également un centre de recherche de l'UPI-ONM, l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Mamba-Sogo, qui est ici à Cotonou et qui est aussi qui a d'autres sites à Parakou, à Bomé-Calavi et bien entendu. On va pas faire la publicité de l'UPI-ONM. Alors, professeur Placide Mabaka, quelle formation aujourd'hui pour quel secteur d'emploi en Afrique? La question qui se pose effectivement, c'est de savoir si les formations qui sont offertes par les diverses institutions d'enseignement supérieur en Afrique répondent aux besoins du développement économique et social du continent. Plus précisément, on peut se demander si aujourd'hui l'enseignement du latin à l'université ou même dans nos écoles secondaires est une utilité pour répondre aux questions économiques et sociales qui se posent dans nos sociétés. C'est dire tout simplement, notre idée c'est de faire en sorte que, au regard de certaines études qui ont déjà été menées par des organismes internationaux, par des organismes régionaux, de voir dans quelle mesure les institutions d'enseignement supérieur doivent offrir des formations qui sont prioritairement des réponses aux problématiques de développement économique et social de notre continent. Ça, c'est vraiment un gros problème qui se pose avec le taux de chômage qu'on a dans le rang de la jeunesse, quand même pourtant diplômée. On se demande si, eh bien, les formations qui sont dispensées dans nos écoles, dans nos universités, correspondent vraiment aux demandes des marchés. Parce que on se demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de diplômés qui n'arrivent pas à être employables en même temps après leur diplôme. C'est où le problème? Le problème, c'est que pendant longtemps, on a agi sur la base d'une logique formation-diplôme. Donc la formation, c'est un cursus qui devrait déboucher sur un diplôme. Jusqu'à présent, on a raisonné de cette façon-là. Et au niveau de l'Orageux, l'Ordre africain des grandes écoles et des universités, il a été pensé qu'il faudrait dépasser ces binômes formation-diplôme pour aller vers une forme de triade formation-diplôme-emploi. Mais c'est surtout le lien entre la formation et l'emploi qui doit être mis en exergue, le diplôme n'étant que la sanction, si vous voulez, de la formation qui a été suivie. Donc le diplôme, ce n'est pas que ce ne soit pas nécessaire. Le diplôme, c'est juste le premier élément d'entrée vers l'emploi. Donc ce diplôme doit être un ensemble d'acquis, de compétences qui permettront à la personne qui est détenteur du diplôme d'être directement opérationnel sur le terrain. Donc, lien formation-emploi à travers un diplôme qui est simplement une sanction de la formation suivie pour savoir si la personne répond vraiment aux critères. Donc, il faut changer de paradigme au niveau des offres de formation. Il faut aussi changer de philosophie au niveau même de la conception, de la finalité même de la formation. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi on forme les gens? Est-ce pour avoir un diplôme ou plutôt pour avoir un emploi? Et nous répondons que c'est plutôt la formation doit déboucher sur un emploi. Pour ce faire, les jeunes doivent être formés par rapport aux besoins de la société et non pas juste pour avoir des diplômes. Ce qui se passe, par exemple, le besoin des États-Unis d'Amérique, le besoin de la France ne sont pas les mêmes que le besoin du Cotonou. On le voit bien. Donc, on n'est pas obligé
de suivre des formations, d'offrir des formations qui sont données aux États-Unis, à Cotonou par exemple, ou au Bénin, à partir du moment où cela ne nous apporte rien du tout. En revanche, on peut penser que le Cotonou a des besoins spécifiques et il faut réfléchir, penser des formations qui répondent, qui s'adaptent à ce besoin spécifique du Bénin. Absolument, parce que généralement, on voit, après la formation, détenant le diplôme, on va sur le marché du travail et le jeune est confronté à cette question, qu'est-ce que vous savez faire? On a le diplôme, mais la pratique manque. Tout à fait, c'est la question justement de ce savoir-faire. Mais on sait faire quoi? Et même si on sait faire, y a-t-il suffisamment de place pour tout le monde dans le secteur dont il s'agit? Bon, je prendrai un secteur que je connais très bien parce que c'est la formation que j'ai suivie. Je suis professeur de droit. Alors, on forme des juristes. Il n'y a pas qu'ici, au Bénin, que ce soit en France d'ailleurs, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays. Mais ces juristes qu'on forme, c'est pour faire quoi? Pour devenir quoi? Mais il y a des États, comme la France, qui se sont adaptés, par exemple, dans des formations sur le droit de la cybercriminalité, le droit cyberespace. Des spécialisations. Voilà, on se spécialise. Mais aujourd'hui, c'est vulgarisé. Mais à l'époque, moi, je me souviens, dans l'université où j'ai étudié, où j'ai enseigné également, à Lille 2, en France, dans la ville de Lille, quand la question des numériques s'est posée, mais on s'est posé la question de la territorialité, Internet, la question du territoire. Qui contrôle quoi? La question de la souveraineté. Donc, il y a une formation qui a été proposée, qui n'était pas réservée aux juristes, mais qui était également réservée aux ingénieurs en informatique, ainsi de suite, pour allier la question justement du droit et au numérique. Au numérique, voilà. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on doit se mettre dans les offres de formation. Ce qui permettra de, en tout cas, sinon éliminer le chômage, mais réduire le chômage au minimum. C'est ça. Mais il y a eu de nombreuses assises pour réfléchir en Afrique, pour réfléchir sur la qualité de l'enseignement, pour réfléchir sur les problèmes de l'enseignement. Qu'avons-nous fait des connaissances acquises? Qu'avons-nous fait des leçons apprises de toutes ces assises? La grosse difficulté, si vous voulez, en Afrique, de manière générale, c'est le manque de volonté politique. Le privé, par exemple, peut lancer des initiatives, peut aller au-delà. Mais s'il n'y a pas un véritable accompagnement, une véritable impulsion de l'État, parce que le privé n'est qu'un exécutant d'une mission des services publics. Et c'est l'État qui définit cette mission des services publics, parce que l'enseignement, l'éducation, c'est une mission des services publics. Donc, le privé n'est là que comme, je dirais simple exécutant. Et l'État peut limiter son action comme peut faciliter justement. Donc, la place et le rôle de l'État est essentiel. Il faut que les gouvernants qui sont au courant de tous ces travaux, de toutes ces discussions, puissent se saisir et se disent, voilà ce que l'on doit faire aujourd'hui, quitte à les intégrer, ces projets-là, dans le programme de gouvernement. Pas quitte. Et d'ailleurs, il faudra les intégrer dans le programme de gouvernement, parce que l'accès à la formation, c'est un droit universel, un droit fondamental. Et l'accès à l'emploi également, je ne parle pas du travail, je parle de l'accès à l'emploi, c'est également un droit pour chacun. Donc, il faut créer un cadre qui permette à ce que tous, nous puissions, quel que soit notre niveau, quels que soient nos moyens, accéder à la formation et bénéficier à l'issue de cette formation d'un emploi certain. Et c'est ce que l'Orageux, justement, s'est fixé comme objectif, d'où l'organisation de ce colloque qui a eu lieu les 3 et 4 novembre dernier. Bon. Il y a aussi un problème qui se pose, la professionnalisation des enseignants eux-mêmes. Parce que le monde évolue et il faut s'adapter, il faut adapter donc même les formations aux réalités du moment. Il y a aussi un problème de professionnalisation des enseignants, de recyclage des enseignants pour se mettre à niveau au fur et à mesure, pour être capable de dispenser la formation comme cela se doit aux apprenants. Moi, j'ai toujours appris que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et si la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, pour enseigner, il faut déjà avoir appris. Donc, la formation des enseignants, ce qu'on peut appeler la formation continue, c'est-à-dire la mise à niveau, l'actualisation des compétences
Parce que, je disais tantôt, le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. Donc, comme c'est une présomption, nous, juristes, on dit simple. Donc, elle peut être renversée. Il faut prouver qu'on a toujours les outils nécessaires, on a la compétence nécessaire pour transmettre. Parce qu'on transmet. Et on ne peut pas transmettre quelque chose que l'on ignore. Absolument. D'où la nécessité de cette formation continue qui est, qu'on appelle long life learning, par exemple. On doit toujours être à la page. Et ça évolue très, très vite. Aujourd'hui, les institutions doivent encourager cela. L'État, encore une fois, doit obliger à ce que la formation des enseignants soit faite. C'est une obligation. Et en même temps, les enseignants eux-mêmes, je suis désolé, on est quand même au niveau universitaire, disons supérieur, je dirais de manière générale, doivent être curieux, aller chercher, se former, se mettre à la page et inciter, et demander aussi, solliciter ces formations pour pouvoir être toujours efficace et transmettre, disons, bien maintenir la qualité de l'enseignement que l'on prodigue à nos jeunes. Alors, professeur Placide Mabaka, quels sont les secteurs stratégiques identifiés aujourd'hui à développer pour remédier un peu à tous ces problèmes? Si je prendrais de manière générale et de manière particulière. En gros, quand on voit l'Afrique, il y a plusieurs secteurs où il n'y a pas vraiment de formation de qualité. Il y a le tourisme, avec tout ce qui s'ensuit, restauration, hôtellerie, machin, tout ça. Donc, le secteur du tourisme, surtout pour le Bénin, mais c'est un secteur pourvoyeur d'emplois énorme. Mais je suis à Cotonou, je ne vois vraiment pas des grandes écoles de tourisme, d'hôtellerie, machin. Donc, et ça, on peut déjà régler pas mal de problèmes. Deuxièmement, dans beaucoup de pays africains, je pense qu'ici aussi, les questions hydrauliques de l'eau. Mais l'Afrique est baignée de fleuves, d'océans, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette eau? De façon pratique. Voilà, il y a la plage ici. Bon, il y a le tourisme, mais l'eau, on en fait quoi? Et on constate qu'en Afrique, on a un problème, comment dirais-je, de distribution d'eau potable, ainsi de suite. Alors d'énergie, alors qu'on a le soleil, on a les barrages. Le secteur de l'énergie, ça c'est un secteur essentiel qui nous permettra d'avoir un cadre de vie meilleur. Ne parlons pas des mines. C'est l'Afrique qui est le poumon de l'humanité. Mais on trouve des écoles de mines spécialisées ailleurs. Mais en tout cas, en Afrique, je n'en ai vraiment pas vu. Je peux me tromper, je ne connais pas tout. Voilà. Donc, ce sont ces quelques secteurs, il y en a bien d'autres. Surtout l'agriculture. Voilà. Ce sont des secteurs qui doivent être prioritaires, sur lesquels nos gouvernants doivent mettre les moyens. Et donc, là, si vous permettez, il faut penser le budget de l'État en matière de formation. C'est pour ça que j'interpelle nos gouvernants. Les gouvernants doivent se rendre compte que l'intérêt primaire et général d'un État, c'est la formation, l'éducation qui va nous libérer parce que nous aurons une meilleure qualité de vie, nous aurons les emplois, je dirais quasiment pour tous. Un meilleur développement. Un meilleur développement, simplement. Mais d'abord un développement qui est humain, pas seulement matériel. Merci à vous, professeur Placide Mabaka. Je rappelle, vous êtes enseignant, vous êtes directeur... Enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, je le corrige, je rectifie, enseignant-chercheur. Vous êtes également directeur du CPESA France et RD Congo. Voilà, ça a été un plaisir de débattre avec vous des questions liées à la qualité de l'enseignement en Afrique au XXIe siècle. Quelle formation pour quel secteur d'emploi? Voilà, plus précisément de quoi nous avons parlé. Merci encore pour avoir accepté de passer sur le plateau de SICA. Merci de votre invitation. C'est la fin de notre page invitée. Au revoir.